Je voudrais d'abord remercier Jean là, qui régulièrement, en tant que membre de l'Académie, me soutient dans mes demandes pour faire des exposés ici avec grand plaisir au Collège Belgique. Je remercie aussi le Collège Belgique et je vous remercie, vous toutes et tous, de venir m'écouter ce soir. Donc je crois que vous avez eu le temps de lire la première diapositive. Donc je vais passer directement à la suivante, si je parviens à manipuler cette chose, voilà. Donc ça c'est le menu. Le cahier des charges pour une conception philosophique satisfaisante des lois. Donc il y a un certain nombre de conditions, de demandes, de réquisites qui, à mon avis, doivent être satisfaits par toute théorie philosophique des lois de la nature. Alors je vais discuter un certain nombre de conceptions philosophiques des lois. Et il y a la conception empiriste, il y a la conception néoplatonicienne, la conception néo-aristotélicienne que je me permettrai de défendre, malgré que toutes ces conceptions, comme toujours en philosophie, il n'y en a aucune qui est parfaite, elles ont toutes leurs mérites et leurs difficultés. Et puis je ferai une conclusion à propos de la métaphysique, hein, parce que je vais défendre une certaine métaphysique. Alors, donc, je disais que pour toute conception philosophique des lois de la nature, il faut que celle-ci satisfasse un certain nombre de conditions, de réquisites. Donc, c'est ce que j'appelle le cahier des charges. Et j'expliquerai quelles sont ces demandes. Et puis, je discuterai certaines conceptions philosophiques des lois qui ont toutes leurs mérites et leurs difficultés. Et je défendrai plutôt la conception néo-aristotélicienne. Et je terminerai par des considérations fort brèves sur ce qu'est une bonne ou une mauvaise métaphysique en général. Donc ça c'est le menu. Donc quel est le cahier des charges des lois de la nature? La question centrale que je vais poser, à laquelle je vais essayer aussi de répondre, on dit souvent que la philosophie c'est poser des questions, mais je pense que c'est effectivement poser des questions, les bonnes questions, suffisamment précises, de manière à ce qu'on puisse y répondre et donner des réponses quand même claires qui peuvent être argumentées, critiquées, discutées de façon intelligible. Donc je ferai une distinction entre les lois scientifiques. Donc il faudrait d'abord définir ce que c'est qu'une loi scientifique et est-ce que ces lois scientifiques sont en plus des lois de la nature. Une loi de la nature, c'est ce que j'essaierai de montrer, une loi de la nature, c'est une loi scientifique qui, en plus, satisfait à ces conditions, ce cahier des charges dont j'ai parlé, et qui permettent d'expliquer philosophiquement ce qu'est une loi de la nature, ce qui permet de rendre compte de ce qu'on appelle la nomicité, de nomos en grec, nomos, loi, qui permet de rendre compte de la nomicité des lois de la nature. Et j'essaierai de montrer que pour rendre compte de la nomicité des lois, donc pourquoi est-ce qu'une loi scientifique mérite le titre de loi, eh bien c'est parce qu'il y a un fondement de type métaphysique. Et à ce titre, une loi de la nature s'inscrit dans la tradition d'une métaphysique de la nature, ou ce qu'on appelle traditionnellement une philosophie de la nature. Donc, je répondrai positivement à la question. Oui, il y a des lois scientifiques qui, par surcroît, donc en plus, sont aussi des lois de la nature, mais il faut qu'il y ait une argumentation en faveur d'une sorte de soubassement métaphysique qui soutienne, comme je l'ai dit, la nomicité, le caractère nomologique des lois de la nature. Alors, il se fait que en philosophie des sciences du XXe siècle, sous l'influence du cercle de Vienne, de Carnap, le positivisme logique, etc., il y a eu un rejet assez radical de la métaphysique, de toute métaphysique, et en particulier métaphysique de la nature. Mais depuis la fin du XXe siècle, le dernier quart du XXe siècle, principalement en Australie et en Nouvelle-Zélande, il y a eu des philosophes qui ont commencé à réfléchir à nouveau
à une possible métaphysique de la nature et à partir justement du statut des lois, c'est-à-dire la nature de la nomicité. Donc la question préliminaire à laquelle il faut d'abord répondre, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'une loi scientifique? Quand peut-on dire qu'un énoncé, une phrase, ce qu'on appelle en philosophie une proposition, est une loi scientifique? Et donc c'est une question à laquelle il faut répondre d'entrée de jeu avant de se demander s'il y a une métaphysique de la nature. Bon, des exemples de lois scientifiques qu'on trouve dans les manuels de sciences, je passe rapidement en revue. Il y a la loi des gaz parfaits, si vous vous souvenez de cela, la loi de la gravitation universelle, la loi de l'inertie en physique, le principe de la conservation de l'énergie, les lois de Mendel, donc la génétique, les lois de Hardy-Weinberg en démographie, en économie, la loi de l'offre et la demande, et la loi de Weber en psychologie. Donc on trouve le terme loi, principe, etc. dans les manuels de sciences. Ça, c'est un fait. Donc c'est vrai que ce qu'Isabelle Stengers dit, que la physique, mais pas seulement la physique, les disciplines scientifiques parlent de loi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi? Qu'est-ce que les gens, les scientifiques, appellent loi? Ce sont des énoncés universels qui ont une propriété, donc, ce qu'on appelle syntaxique. Elle commence, du moins implicitement, par le mot tous ou toutes. Par exemple, tous les gaz, qu'on appelle les gaz parfaits, c'est-à-dire qui sont suffisamment dilués, loin de leur point de congélation, etc., etc. Donc, dans certaines conditions, eh bien, le produit à température constante, le produit de la pression et du volume est également une constante. Donc ça, c'est la loi des gaz parfaits. Ça vaut pour tous les gaz, entre guillemets, parfaits. Donc il faut définir évidemment les conditions dans lesquelles les gaz peuvent être appelés parfaits. Donc une loi a une propriété, une loi scientifique, je parle des lois scientifiques maintenant, ce sont des énoncés universels, donc qui commencent par le mot tout ou toute, donc comme par exemple la loi des gaz parfaits. Mais bien qu'elles aient cette propriété formelle d'universalité, toutes les lois ont des exceptions, c'est-à-dire il faut que certaines conditions soient remplies. Et dans l'exemple que j'ai pris, il faut que le gaz soit parfait et il faut définir ce que c'est que la perfection d'un gaz indépendamment de son obéissance à la loi de Boyle-Marriott. Et les lois sont en général vraies, approximativement, donc elles ne sont jamais exactement vraies. Bien. Alors, un premier problème qu'il faut résoudre, donc une fois qu'on admet qu'une loi est un énoncé universel, c'est une propriété syntaxique, c'est-à-dire qui est indépendante, logique, qui ne dépend pas du contenu de la loi, est-ce qu'on parle des gaz, ou on parle des gènes, ou on parle d'autre chose, toujours il y a cette propriété, elle commence par le mot tous ou toutes. Bien. Quelle est la différence entre les énoncés universels vrais, supposés vrais, qui méritent d'être appelés des lois scientifiques d'une part, et des énoncés universels qui ne sont pas des lois? Exemple d'énoncés universels qui sont vrais mais qui ne sont pas des lois. Par exemple, toutes les pièces de monnaie qui sont dans ma poche sont des euros, donc ça c'est vrai. Donc bon, j'en ai qu'une, mais ça vaut aussi pour une pièce, bien entendu, a fortiori. Et c'est un exemple d'un philosophe connu du XXe siècle qui s'appelle Nelson Goodman. Alors, évidemment, intuitivement, on dit « ah ben ça ne peut pas être une loi scientifique ». Ok, bon, ça c'est notre intuition. Bon, en philosophie, on essaye de trouver des raisons, des critères explicites, intelligibles, qui permettent de distinguer ce qui compte comme une loi ou ce qui compte simplement comme un énoncé universel vrai
dont la vérité est purement accidentelle ou fortuite par hasard. Par hasard, eh ben, il se fait que dans ma poche, toutes les pièces sont des euros. Alors, une première manière de répondre à cette question, c'est de dire que ce qu'on appelle les prédicats, donc les termes qui figurent dans cet énoncé, être dans ma poche, pièce d'euros, etc., ne sont pas des prédicats, des termes qui désignent ce qu'on appelle des genres naturels, ou en anglais des natural kinds, des genres ou des espèces naturelles, c'est-à-dire des catégories qui découpent la nature selon ses articulations réelles. La question, évidemment, c'est comment distinguer, comment décider si un prédicat, donc un terme, désigne une espèce naturelle ou pas. Bon, le mot volume, le mot pression, intuitivement, on peut dire que ça désigne une espèce naturelle. Température aussi, sans doute. Mais des prédicats comme être dans ma poche ou être en euro, là, ça ne désigne pas des genres naturels. Mais là, c'est une difficulté philosophique qui est très grande et qui n'est pas résolue, mais qui frappe toutes les conceptions des lois que l'on va discuter. Donc c'est une difficulté, si vous voulez, commune à toutes les conceptions philosophiques des lois. Mais donc il y a un autre énoncé qui est dû à un philosophe néopositiviste, Hans Reichenbach, du XXe siècle, c'est de dire que tous les cubes en or ont un volume inférieur à 1 mètre cube. Bon, apparemment c'est vrai, d'après ce qu'on sait du cosmos, hein, donc il n'y a pas de blocs d'or qui ont un volume égal ou supérieur à 1 mètre cube. Ok. Mais ça ne semble pas être une loi de la nature, intuitivement. Pourtant, ici, il semblerait que l'or, bon, l'or après tout, c'est un élément du tableau de Mendeleïev, hein, comme vous le savez, et le volume aussi, ce sont des propriétés qui semblent être des propriétés objectives, universelles de la nature. Et donc, ici, semble-t-il, les prédicats, hein, les termes, se réfèrent à des genres naturels. Donc, on ne peut pas se baser sur supposer que la distinction entre genre naturel et autres, disons, genre artificiel puisse être tracée. On ne peut pas se baser sur cette distinction pour distinguer les énoncés légaux, nomologiques, hein, d'une part, et les énoncés universels dont la vérité est purement fortuite ou est due au hasard. Bon. Et donc on est confronté à un problème important qui est le problème de l'identification. Donc quels sont les critères qui permettent d'identifier une loi, c'est-à-dire de la distinguer d'un énoncé universel vrai qui n'est pas une loi. Ça c'est le problème de l'identification. Comment reconnaître si un énoncé universel est une loi scientifique, je parle toujours des lois scientifiques ici, ou pas. Okay? Donc c'est un problème épistémique. Comment puis-je savoir, comment est-ce que je peux reconnaître, comment je puis connaître qu'un énoncé universel est une loi. Donc il ne suffit pas d'avoir de bonnes raisons de penser qu'un énoncé universel vrai, P, hein, j'appelle P, proposition, est vrai, il faut des réquisites ou des conditions supplémentaires. C'est ce qu'on appelle le problème épistémique, hein, de l'identification. Alors, en outre, en plus de la question épistémique, il y a le problème ontologique, hein, de l'identification. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème ontologique de l'identification ? Supposons que l'énoncé P, hein, qui est un énoncé universel, hein, encore une fois qui commence par le mot tous ou toutes, etc., et que ce soit un énoncé vrai, dans quelles conditions l'énoncé P est une loi, hein, P est une loi. Par exemple, tous les gaz parfaits à température constante ont un produit du volume et de la pression qui est constant. Est-ce que l'affirmation de Boyle-Mariotte est une loi? Est-ce que c'est une affirmation vraie? Et si oui, sur quoi se base la vérité, hein, de cette affirmation?
Donc il faut bien, ça c'est très important, ceci, c'est un point très important, fondamental, pour la discussion qui va suivre. Il faut bien distinguer entre l'énoncé universel, d'une part, et d'autre part, l'énoncé singulier, c'est-à-dire particulier, qui dit que tel énoncé universel est un énoncé légal, est une loi scientifique. Okay? Et donc, affirmer qu'un énoncé universel vrai est une loi, c'est quelque chose de plus fort. Hein? C'est plus fort, mais c'est un énoncé particulier. Donc j'affirme par exemple que l'énoncé de Boyle-Mariotte est une loi. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela? D'une part, ça c'est le problème épistémique de reconnaître la nomicité, et d'autre part, qu'est-ce qui fonde la vérité? Qu'est-ce qui rend vrai l'énoncé particulier, singulier, cet énoncé universel vrai, P est une loi? Quel est le réalisateur de vérité, donc, hein? Qu'est-ce qui dans la réalité, qu'est-ce qui existe, hein, qu'est-ce qui existe et qui rend vrai l'énoncé singulier, particulier, P est une loi. Hein, d'accord? Donc ça, c'est une distinction importante. Bon, alors ça c'est le problème qui est posé par un philosophe empiriste contemporain important qui s'appelle Bas van Fraassen et qui lui prétend qu'il n'y a pas de loi, justement parce qu'il n'est pas possible de résoudre notamment ce problème de l'identification. Mais j'essaierai de montrer qu'il est possible de le résoudre aussi bien sous ses aspects épistémiques que sous ses aspects ontologiques. Donc, comme je viens d'expliquer, les conditions de vérité des énoncés P et P est une loi ne sont pas les mêmes. Alors, il paraît tout à fait normal, légitime de dire que si un énoncé universel est une loi, c'est un énoncé nomologique, eh bien alors P est vrai. Hein. Si je dis que tous les gaz parfaits ont un produit de la pression et du volume constant en température constante, si je dis que c'est une loi, eh bien alors il est aussi vrai que tous les gaz se comportent de la façon dont il est indiqué par l'énoncé de Boyle-Mariotte. Par contre, que l'universalité et la vérité de l'énoncé P n'impliquent pas la nomicité, hein, puisqu'il y a des énoncés universels vrais. Un autre exemple, tous les pubs en Angleterre servent de la bière à la pression. Ok, c'est vrai, hein, c'est un énoncé universel vrai, mais ce n'est pas une loi scientifique. En tout cas, on peut considérer que les pubs ne sont pas des genres naturels. Ok. Alors, la question, évidemment, c'est de trouver des conceptions philosophiques de la nomicité qui satisfont à cette intuition, à savoir que si l'énoncé 2, hein, en chiffre romain 2, P est une loi, alors P est vrai. Donc, que l'on puisse déduire logiquement la vérité de l'énoncé universel de l'affirmation singulière, cet énoncé universel est une loi. Si c'est une loi, si P est une loi, hein, et P peut être n'importe quel énoncé universel qui puisse prétendre à la nomicité, si c'est vrai que P est une loi, alors P. Hein, ok? Bon. Et ça, c'est le problème de l'inférence. Et donc, il y a deux problèmes fondamentaux que une... On entend? Vous entendez? Oui? Ok. Il y a deux problèmes fondamentaux que toute théorie des lois, théorie philosophique des lois, doit pouvoir résoudre. C'est le problème de l'identification, son double aspect épistémique et ontologique. Okay? Et puis, le deuxième problème, c'est le problème de l'inférence. Hein, ou de la déductibilité. Est-ce qu'on peut déduire P de c'est une loi que P? Alors, un autre problème philosophique que l'on doit pouvoir résoudre, c'est que, normalement, et ça c'est accepté par pratiquement tous les théoriciens philosophiques des lois,
c'est que les énoncés légaux, nomologiques, les lois, impliquent la vérité de ce qu'on appelle des énoncés conditionnels contrefactuels. Okay? Alors, exemple d'énoncé conditionnel contrefactuel, c'est par exemple si je lâchais cette pièce, si je la lâchais, je ne vais pas le faire, si je la lâchais, alors elle tomberait. Okay? Donc, tout le monde pense ici, enfin j'espère dans cette pièce, pense que si je lâchais cet objet, il tomberait. Par contre, si je dis, si je lâchais cet objet, il monterait vers le plafond, ben ça, vous seriez probablement sceptique. Mais je ne lâche pas l'objet. Et comme je ne lâche pas l'objet, eh bien c'est contraire au fait, c'est une conditionnelle contraire au fait, c'est-à-dire que la partie qui se trouve avant l'expression il tomberait, qu'on appelle l'antécédent de cette conditionnelle, hein, si, alors, si l'antécédent, donc la phrase qui se trouve après le si, cet antécédent est faux. Est faux, parce que je ne lâche pas l'objet, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on appelle une conditionnelle, parce que c'est si je lâchais cet objet, alors il tomberait, donc c'est une conditionnelle, et elle est contraire au fait, parce que son antécédent, donc ce qui figure juste après le si, hein, si je lâchais cet objet, eh bien, est faux. Alors, je ne vais pas faire de la logique ici, mais ça, tout le monde est d'accord pour dire que pour rendre compte formellement, avec la logique formelle, on ne peut pas se contenter de la logique qu'on appelle la logique extensionnelle, enfin peu importe, mais il faut faire intervenir des notions qu'on appelle des notions modales, c'est-à-dire la possibilité et la nécessité. Donc, il faut, pour que l'on puisse déduire ces conditionnels contraires aux faits, qu'il y ait dans la loi, hein, la loi ici, entre autres la loi de la gravitation universelle, là, puisque si je lâchais cet objet, il tomberait, que cette loi de la gravitation universelle comporte une modalité et ici une nécessité, sans quoi je ne pourrais pas déduire ou justifier à partir de cette loi de la gravitation universelle la vérité de contrefactuels du type si je lâchais cet objet, alors il tomberait. Ok? Bien. Donc il faut qu'il y ait un lien nécessaire entre l'antécédent et ce qu'on appelle aussi le conséquent, c'est-à-dire ce qui figure après le alors, hein, ou après la virgule. Si je lâchais cet objet, alors il tomberait. Et donc il faut qu'il y ait un lien nécessaire entre, d'une part, l'antécédent et le conséquent, ce qu'on indique formellement par une boîte, hein, la box, en anglais le carré, qui indique formellement la nécessité. Je mentionne ça en passant, peu importe. L'idée, c'est que, et ça c'est aussi un réquisite pour une théorie satisfaisante des lois, théorie philosophique satisfaisante des lois, c'est que les lois doivent comporter, enfin la nomicité doit comporter un type de nécessité afin qu'on puisse déduire d'énoncés nomologiques des contrefactuels qui sont vrais. Par exemple, de la proposition toutes les pièces qui se trouvent dans ma poche sont des euros, ok, proposition vraie, on ne peut pas déduire, intuitivement en tout cas, on ne peut pas déduire si une pièce se trouvait dans ma poche, alors nécessairement elle serait 1 euro. Ok, hein? Donc je ne peux pas déduire, je répète, je ne peux pas déduire logiquement de la proposition universelle vraie, toutes les pièces qui sont dans ma poche sont des euros, le contrefactuel, qui, si une pièce se trouvait dans ma poche, alors ce serait 1 euro. Ok, ça pourrait que ce n'est pas quelque chose qui serait acceptable. Bien. Alors, c'est un fait qui, me semble-t-il, en tout cas difficilement récusable, c'est qu'il existe des régularités dans la nature. Il existe des régularités, c'est-à-dire des événements ou des phénomènes qui se répètent. Hein. Donc il suffit par exemple de considérer que je suis ici debout,
je reste debout. Pourquoi? Parce que il y a d'une part le sol qui est rigide, il y a d'une part la gravitation universelle, et donc c'est une régularité. Hein, et on peut généraliser cela évidemment à d'autres phénomènes étudiés par les sciences. Alors, il y a un problème qui est un vieux problème avec lequel les Grecs se sont déjà confrontés, qui est, et qui se sont disputés dès le VIe siècle, entre d'une part Aristote, Platon, et d'autre part Socrate, et d'autre part d'autres philosophes qui défendaient que finalement les régularités dans la nature, ben, c'était un simple fait et qu'il n'était pas nécessaire de l'expliquer, il suffit de le constater. C'est ce que disent encore toujours aujourd'hui les empiristes, tandis que Platon, Aristote, Socrate et certains autres ont essayé d'expliquer pourquoi. Pourquoi existe-t-il des régularités dans la nature, hein? A priori, bon, bien sûr, s'il n'existait pas de régularité, nous ne serions pas là pour en parler, mais on peut se poser aussi la question philosophique, est-ce qu'il y a une explication, est-ce qu'il y a une raison hein, de l'existence de ces régularités qui sont décrites par ces propositions universelles qui sont aussi peut-être en plus ou par surcroît des lois. Alors, je le disais, il y a aussi des exceptions aux lois. Même les lois, par exemple, je disais à propos des gaz parfaits, ben, si dans certaines conditions, le gaz ne va pas obéir à la loi de Boyle et de Mariotte. Parce que, justement, le gaz ne se trouve pas dans les conditions prévues. Donc, des lois universellement vraies, des lois strictes, finalement, il y en a très peu. C'est vrai que, par exemple, si deux objets s'attirent toujours parce que la force gravitationnelle n'a pas d'écran, il n'y a pas d'écran. Mais ce n'est pas vrai pour les charges électriques, par exemple. Donc, ce n'est pas vrai que, dans toutes les conditions, une charge positive et une charge négative vont s'attirer. Donc, des lois sont toujours soumises, la validité des lois, leur vérité, est toujours soumise à ce qu'on appelle dans la littérature philosophique des conditions ceteris paribus, c'est-à-dire toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire égales aux conditions dans lesquelles la loi a déjà été vérifiée, ou des provisos en anglais, donc c'est aussi un mot courant dans la littérature, c'est-à-dire pourvu que certaines conditions sont satisfaites. Et ça, c'est une difficulté. Expliquer pourquoi il y a des lois, hein, c'est-à-dire il y a non seulement des régularités, mais des régularités nécessaires, dans un certain sens de nécessité, mais malgré tout, il y a aussi des exceptions. Parfois, la loi n'est pas vérifiée. Et ça, c'est aussi un problème philosophique, mais que je n'aborderai pas directement, parce que, bon, voilà, je ne peux pas malheureusement parler de tout ici et abuser de votre patience. Donc, quel est le cahier des charges, en résumé? Donc, le problème de l'identification, sous ces deux versants épistémiques et ontologiques, le problème de l'inférence, hein, est-ce que je peux déduire de l'affirmation P est une loi, la vérité de P, tout court, la relation entre les énoncés nomologiques et les conditionnels contrefactuels, est-ce qu'elles sont déductibles des énoncés légaux? L'explication des régularités, est-ce qu'on peut donner l'explication de ces régularités? C'est quand même bien, hein, peut-être pas indispensable. Et puis alors, évidemment, la distinction entre les genres naturels et les autres propriétés. Quelles sont les propriétés? Être, par exemple, dans ma poche, ça ne paraît pas être un genre naturel, tandis qu'être de l'or, c'est un genre naturel, mais qu'est-ce ça, c'est une difficulté, comme je l'ai dit, qui est commune à toutes les conceptions des lois, et dans laquelle je n'entrerai pas non plus, parce que ce serait trop long, et c'est une difficulté qui est commune, comme je l'ai dit, à toutes les conceptions philosophiques des lois. C'est pour ça que j'ai mis ça entre crochets. Bien. Voilà.
Donc, rassurez-vous, la partie la plus difficile de mon exposé est déjà faite. Donc, je reviendrai évidemment sur ces questions, mais les notions fondamentales, les points, la terminologie, etc., principale est déjà délivrée, dite. Bon, alors la conception, premièrement, la conception néo-régulariste empiriste. Donc pour les empiristes, alors brièvement les empiristes, les philosophes empiristes, pour eux, seule l'expérience sensible, c'est-à-dire avec nos 5 sens, peut susceptible de justifier notre croyance en la vérité d'une affirmation. Hein, donc il n'y a que l'expérience, que sola experiencia, hein, seule l'expérience sensible, peut justifier des croyances. Hein, c'est-à-dire, si je dis P est une loi, eh bien je dois trouver alors quelque chose dans l'expérience sensible qui me permette de justifier, en principe, hein, c'est une loi que P. Bon, alors, pour les empiristes, inspirés de David Hume, donc un philosophe non pas anglais mais écossais du XIXe siècle, 18e siècle, il n'y a pas de causalité nécessaire entre, d'une part, l'occurrence d'un feu et l'apparition de fumée. C'est simplement une séquence régulière, hein, donc régulièrement, c'est une régularité de la nature, régulièrement, tous les feux sont suivis de l'apparition de fumée. Donc, c'est une régularité pour David Hume, et il n'y a pas de nécessité. Hein. Pourquoi? Parce que on peut voir le feu, on peut voir la fumée, mais on ne peut pas observer, on ne peut pas voir, hein, la nécessité, la connexion nécessaire entre, d'une part, la présence de feu et, d'autre part, la présence de fumée. Bien. Évidemment, si les énoncés nomologiques, les lois expriment des régularités, il y a le problème de l'identification. Comment est-ce que je vais pouvoir distinguer un énoncé universel vrai, qui n'est pas une loi, d'un énoncé universel vrai, qui lui est une loi? Alors la réponse, David Hume, là, ça c'est un peu difficile de trouver une solution à ce problème dans les écrits de David Hume, mais il y a plus tard, donc des empiristes, et jusqu'à maintenant, donc il y a Mill, Ramsey, Lewis, qui ont développé une conception néo-empiriste ou néo-régulariste, qu'on appelle, dans la littérature philosophique sur ces questions, la conception MRL, hein, Mill, Ramsey, Lewis. Okay. Alors, pour eux, donc pour ces néo-régularistes ou néo-empiristes, qu'est-ce que c'est qu'une loi? C'est-à-dire, comment est-il possible d'identifier épistémologiquement, comment savoir si un énoncé universel est une loi? La réponse est c'est que une loi, c'est un théorème, c'est un énoncé de forme universelle, mais c'est un théorème ou un axiome dans chacun des systèmes déductifs vrais, donc des systèmes axiomatiques, des théories axiomatiques, qui réalisent la meilleure combinaison, le meilleur équilibre entre la simplicité d'une part et la force empirique d'autre part. Alors, le problème, évidemment, c'est que, d'une part, si vous voulez la simplicité, tout en préservant la vérité, ben vous dites il pleut ou il ne pleut pas, c'est ce qu'on appelle tautologie en logique, c'est vrai, seulement ça a une capacité prédictive nulle. Si je dis il pleut ou il ne pleut pas, ça n'apprend rien sur ce qu'il convient de faire, par exemple prendre votre parapluie ou un lapin ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai, c'est simple, etc. Bon, ben, et un axiome, hein, donc c'est très simple, un axiome, il pleut, il ne pleut pas.
Mais force, ici la force, c'est la force empirique, c'est-à-dire la capacité prédictive, faire des prédictions empiriques, est nulle. D'autre part, si vous avez un almanach, c'est-à-dire une table astronomique, eh bien alors, vous pouvez, sur la base d'observations que vous faites, vous pouvez dire, ben voilà, aujourd'hui à telle heure, la planète Mars va se trouver, si vous avez un télescope, va se trouver à tel endroit. Vous utilisez la table. Alors cette table, évidemment, vous voyez pour toutes les planètes, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais là, elle a une force empirique. C'est-à-dire que vous pouvez faire des prédictions vérifiables par les observations. Donc il faut trouver un certain équilibre entre les deux. C'est pour ça que, par exemple, en astronomie, il y a des lois, les lois et les théories, qui permettent évidemment de fabriquer, de concocter des almanachs ou des tables, mais d'un autre côté, évidemment, c'est plus compliqué qu'une simple tautologie, comme il pleut ou il ne pleut pas. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Un équilibre entre, d'une part, la force empirique et la simplicité au sein d'un système axiomatique, c'est-à-dire des axiomes et puis des théorèmes qui sont déduits logiquement de ces axiomes, comme dans, par exemple, la géométrie d'Euclide. Donc ça, c'est la conception néo-régulariste des lois. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? Quand peut-on dire que P est une loi? Eh bien, c'est si P, l'énoncé universel, appartient à un système axiomatique qui réalise ce meilleur équilibre entre la simplicité d'une part et la force prédictive empirique d'autre part. Bien. Alors, la difficulté ici, il y a plusieurs difficultés, c'est de pouvoir dire effectivement si un énoncé satisfait ce critère de nomicité. D'abord, un certain nombre de théories scientifiques, dont on peut considérer qu'elles sont scientifiques, ne sont pas axiomatisées, donc elles ne sont pas présentées sous la forme d'axiomes dont on déduit logiquement des théorèmes. Donc, c'est le cas par exemple, de théories en économie ou en démographie, et même de théories aussi en physique. Et ça, c'est une première difficulté parce que l'applicabilité du critère de Mills-Ramsey-Lewis présuppose l'axiomatisation. D'autre part, les notions de simplicité, d'abord, ensuite de force prédictive, ensuite, et finalement, des notions d'équilibre entre la force et la simplicité, ce sont des notions qui sont assez floues. Pas discuter ça longuement, mais la notion de simplicité, de force et d'équilibre entre, ça c'est discuté très longuement par notamment Bas van Fraassen et d'autres philosophes. Ces notions sont difficilement applicables et elles sont également entachées d'un vice qui semble rédhibitoire, en tout cas pour certains philosophes, à savoir qu'elles sont attachées de subjectivité. C'est-à-dire que certains vont trouver qu'un système axiomatique est plus simple pour telle ou telle raison, qu'un autre a des capacités prédictives plus grandes pour telle ou telle raison, parce qu'ils attachent plus d'importance à telle prévision plutôt qu'à d'autres prévisions. Et donc on a un reproche d'anthropomorphisme ou d'anthropocentrisme qui intervient. Donc, ce qui rend vrai, finalement, épistémologiquement, l'énoncé P est une loi d'après cette conception MRL, c'est d'une part que je puisse dire que cet énoncé appartient à un système hypothético-déductif axiomatisé qui satisfait le critère de Lewis, et d'un point de vue ontologique, ce qui rend vrai le réalisateur de vérité de cette affirmation, P est une loi, ce n'est pas un fait mondain, un fait du monde, de la réalité, c'est un fait théorique, c'est-à-dire c'est l'appartenance à un système axiomatique qui satisfait certaines conditions. Et donc, l'appartenance à un système axiomatique qui satisfait les conditions de simplicité, force et meilleur équilibre, ce n'est pas un fait du monde, c'est un fait de l'organisation de la théorie elle-même.
Donc le problème de l'identification, ça c'est vraiment le problème majeur des conceptions néo-régularistes. C'est-à-dire que selon ce critère, et ça c'est encore aujourd'hui, bon, de façon plus élaborée, c'est la conception la plus sophistiquée conception philosophique la plus sophistiquée de ce que c'est qu'une loi scientifique. Bon, évidemment, il n'y a pas de métaphysique pour les empiristes, puisque la métaphysique, ce qui est métaphysique, c'est ce qui échappe à l'expérience sensible, donc, en tout cas, en partie, je reviendrai sur cette question à propos de la bonne et la mauvaise métaphysique à la fin, mais il n'y a pas de nécessité, par exemple, on ne voit pas de connexion nécessaire, comme je l'ai dit à propos de Hume, entre l'occurrence du feu et de la fumée. Donc pas de nécessité, pas de métaphysique, et ce qui réalise la vérité de l'énoncé « c'est une loi »,« P est une loi », c'est encore une fois l'appartenance à un système théorique. Bon, alors si les lois sont des énoncés qui sont vrais de façon non nécessaire, on dit contingente, qui sont vrais de façon non nécessaire, alors comme il n'y a pas de force modale dans les lois, le fait d'appartenir à un système axiomatique, etc., ne donne pas de force modale à la loi, et donc, puisqu'il faut une force modale pour pouvoir déduire les énoncés contrefactuels, il y a ici une autre difficulté. Il n'y a pas d'explication de l'existence des régularités, ce sont des simples faits observés. C'est comme ça, on constate qu'il y a des régularités et on ne cherche pas à expliquer le fait de la régularité lui-même. Le mérite principal quand même de cette conception néo-régulariste, c'est que la nomicité, le caractère légal, dépend de l'appartenance à une théorie. Donc ce n'est que dans le contexte d'une théorie qu'un énoncé universel peut être qualifié de légal ou nomologique. Un énoncé isolé ne peut pas être considéré comme étant une loi. Et là, disons, je suis assez d'accord. Par exemple, un exemple standard dans les discussions, c'est tous les corbeaux sont noirs. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça, des exemples favoris de Carnap. Puis, à ma connaissance, ça ne figure pas dans une théorie, ça peut évidemment se discuter, mais ce n'est pas une loi scientifique. Ok. Donc la solution au problème épistémologique de l'identification que je propose, étant donné la difficulté du critère, de l'application du critère de Lewis, Milramsey-Lewis, mais c'est surtout Lewis qui a développé ça, philosophe américain, c'est de dire une loi c'est un énoncé universel qui appartient à une théorie scientifique dont nous avons des raisons de penser qu'elle est au moins approximativement vraie. Ok. Alors évidemment, vous me direz tout de suite, mais qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique? C'est vrai, ça c'est un problème. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique par rapport à une théorie, disons, non scientifique, peut-être, je sais pas, l'astrologie ou des choses de ce genre, quoique ça peut être discuté, mais quels sont les critères qui permettent de distinguer une théorie scientifique d'une théorie qui n'est pas scientifique, mais considérer qu'il y a des théories qui sont scientifiques et d'autres pas. Mais je reconnais que c'est un problème, mais je n'en parlerai pas. Mais donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de solution au problème ontologique de l'identification, il n'y a pas de réalité du monde observable qui permet de fonder, de justifier la nomicité. Le problème de l'inférence est évidemment immédiatement résolu, puisque une loi c'est un énoncé universel qui appartient à un système axiomatique, et évidemment, le problème de l'inférence est tout de suite résolu. Comme les énoncés nomologiques selon la conception de Lewis ne sont pas des énoncés nécessaires, on ne peut pas déduire les contrefactuels comme je l'ai dit, et donc certains philosophes alors défendent l'idée qu'il y a, pour caractériser la nomicité, il faut une certaine nécessité. Ce qui nous amène aux conceptions nécessitaristes, c'est-à-dire
les conceptions d'une part néo-platoniciennes et d'autre part néo-aristotéliciennes. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce qu'évidemment, il y a des philosophes qui défendent certaines variantes de ces conceptions. Bien. La conception néo-platonicienne est défendue par Armstrong, Stretz, Tooley principalement. C'est pour ça qu'on l'appelle dans la littérature la conception ADT. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi pour eux? Eh bien, une loi, paradoxalement, à première vue, c'est un énoncé singulier, particulier. C'est-à-dire, ce n'est pas un énoncé universel. Ok? Une loi, enfin, c'est un énoncé particulier, singulier. Ça concerne une relation entre des propriétés existantes. C'est pour ça qu'on appelle ça des conceptions néo-platoniciennes, parce que pour Platon, Platon parlait des idées, mais les idées, c'est des propriétés. Hein, le beau, le bien, donc être beau, être bon, tout ça, c'est des propriétés. Hein. Donc des propriétés existantes, et une loi affirme qu'il y a une relation de nécessité, non pas entre des objets ou des choses qui auraient ces propriétés, mais une relation de nécessité entre ces propriétés elles-mêmes. Donc, une loi, c'est un énoncé singulier qui exprime une relation de nécessitation, N, okay, N comme nécessaire, entre des propriétés universelles, qui sont des genres naturels, hein, on suppose des genres naturels, ou des universaux. On appelle ça des universaux aussi dans la littérature. F, grand F, hein, en majuscule, et G en majuscule. Donc, l'énoncé N, F, G, ok, voilà, ça c'est un énoncé nomologique. Donc, par exemple, la loi de l'inertie en physique, vous avez, si la propriété F, c'est d'être encore libre de toute force, c'est-à-dire soumis à aucune force, bon, je sais bien que ça n'existe pas, mais enfin bref, je passerai là-dessus, c'est considéré que la loi de l'inertie, ça peut être approximativement réalisé. Cette propriété d'être un corps non soumis à une force quelconque, ou en tout cas pas soumis à une force, peut être soumis à des forces, mais alors ces forces s'annulent hein, mutuellement, être un corps libre de force, et la propriété est reliée à la propriété d'être en mouvement rectiligne uniforme, hein, MRU, si vous vous rappelez. Donc, ici, la loi, donc selon ces conceptions néo-platoniciennes, une loi, c'est un énoncé particulier, individuel, qui affirme une relation de nécessité entre des propriétés, hein, propriétés universelles, des universaux. Donc, j'insiste là-dessus parce que, bon, pour la suite, évidemment, c'est important. Ça va? Il faut bien se tenir. Oui, bien se tenir. Surtout la tête. Hein. Bon, je continue, votre permission. Et donc, dans la conception empiriste, l'assertion que tu as faite avec la pièce de monnaie, tu dis si je la lâche, elle va tomber et il ne se prononce pas là-dessus. C'est-à-dire que, bien évidemment, ils sont d'accord hein, pour dire ça, et ils essayent de justifier ça, mais en fait, ça ne marche pas parce que même Goodman, qui est un empiriste et qui a beaucoup travaillé sur les contrefactuels, a finalement dû reconnaître, c'est lui qui a introduit la notation là, donc, avec la boîte, le carré, a dû reconnaître que finalement sa justification des contrefactuels était circulaire, c'est-à-dire que pour distinguer les contrefactuels, les intéressants, d'autres contrefactuels pas intéressants, comme si une pièce de monnaie se trouvait dans ma poche, ce serait 1 euro, eh ben, il fallait avoir recours à la notion de loi, et donc on se meut dans un cercle, et ça les philosophes n'aiment pas, quoi, la circularité, donc les physiciens non plus. Bon, alors, brièvement quand même, Armstrong, qui est le plus aristotélicien parmi les platoniciens, considère qu'un universel, par exemple, il considère que avoir une couleur, être rouge, c'est un universel, c'est quelque chose qui est exemplifié, hein, manifesté, instancié par une série d'objets dans le monde. Hein. Bon, il y a une série d'objets rouges, et il n'existe pas d'idée de type platonicien qui
existent indépendamment de l'existence d'objets ou de choses dans le monde empirique qui les exemplifieraient, manifesteraient ou les instancieraient. Toujours est-il que les propriétés sont des propriétés réelles, des propriétés réelles. C'est pour ça que, et évidemment, la propriété relationnelle de nécessité, de nécessitation, ce n'est pas vraiment une propriété des objets empiriques observés dans le monde, c'est une relation, encore une fois, de nécessitation entre des propriétés. Ce n'est pas entre des gaz ou des objets en mouvement ou des choses de ce genre, ou des populations, etc., ou des gènes. C'est vraiment des propriétés. Ça va? Donc, pour eux, cette relation de nécessité est une relation de nécessitation qui est contingente, donc qui n'est pas vraie dans tous les mondes possibles, contrairement aux lois logiques, les lois il pleut ou il ne pleut pas, c'est vrai dans tous les mondes possibles, c'est-à-dire les mondes que l'on peut imaginer, il y a une différence entre les lois de la nature, même si elles sont vraies dans ce monde, et qu'il y a une relation de nécessitation dans notre monde, à nous, peut-être dans d'autres, cette relation de nécessitation n'est pas nécessaire, il n'y a pas de nécessité dans tous les mondes entre être un corps libre et être en mouvement acting uniforme. Bon, je signale, si en passant, je ne vais pas discuter, mais je pense que ça pose quand même une difficulté de dire qu'il y a une relation de nécessité, mais cette relation de nécessité n'est pas toujours présente dans tous les mondes possibles. Bon, c'est un peu un oxymoron. Alors, la relation de nécessitation de propriétés universelles, évidemment, alors c'est le problème de l'inférence ou de la déduction, est censé impliquer que tout corps qui exemplifie, manifeste, instancie la propriété d'être un corps libre, exemplifiera aussi nécessairement la propriété d'être en mouvement rectiligne uniforme, vitesse constante. Donc l'énoncé singulier NFG doit impliquer, si c'est une loi, donc c'est une loi que NFG doit impliquer une proposition universelle, à savoir que tous les F sont aussi, tous les individus qui possèdent la propriété F, exemplifient aussi la propriété G. Okay? Donc, la question est la suivante, et ça, encore une fois, ça c'est un vieux problème qu'on trouve déjà chez Platon. Platon est confronté à ce problème, et Aristote, justement, l'a critiqué là-dessus. C'est que ce n'est pas parce qu'il y a une relation entre des idées ou des propriétés qu'il y a ipso facto des relations entre les objets, les entités qui ont ou qui manifestent ces propriétés. Pourquoi? Parce que les propriétés, d'une part, et les individus, les objets, les choses, appartiennent à des catégories logiques différentes. Je ne vais pas élaborer là-dessus, mais réfléchissez, si vous réfléchissez, vous verrez que ce n'est pas évident, logiquement, que une relation de nécessitation entre des propriétés implique que si un objet, un individu, manifeste la propriété F, alors nécessairement il va manifester la propriété G. Naturellement, Armstrong et les autres sont conscients de ce problème, ils essayent de le résoudre d'une certaine manière, il y a des solutions qui ont été proposées, qui évidemment ont été critiquées, et finalement, bon, à mon avis, là ici je suis d'accord avec Van Fraassen, ça ne marche pas. Ok. Donc, le problème de l'identification, cette fois-ci ontologique, est résolu du moins si on suppose qu'il existe bien cette relation de nécessitation entre des propriétés. Le fait, ce n'est pas vraiment un fait du monde empirique, mais c'est un fait métaphysique, d'après Armstrong. C'est un fait métaphysique qu'il existe réellement une relation de nécessitation entre ces propriétés F et G, qui F et G sont aussi des propriétés réelles. Okay? L'existence de propriétés est liée par exemple par les nominalistes, certains empiristes, etc. Mais donc pour Armstrong, il y a une métaphysique des propriétés, il y a des propriétés qui existent et il y a une relation de nécessité entre ces propriétés existantes. Peut-être pas observable comme on peut observer la couleur rouge, mais qui néanmoins est réelle.
Et donc on a bien, selon cette conception ADT, on a bien une métaphysique de la nature. C'est-à-dire qu'il y a une réalité de cette relation de nécessitation entre les propriétés qui fonde la nécessité. Donc ici on peut parler de loi de la nature. Okay, on a une philosophie de la nature. Mais pas le problème de l'identification épistémologique, lui, n'est pas résolu parce que la seule manière dont on puisse résoudre l'identification épistémologique, c'est par l'observation de régularités et la construction de théories scientifiques qui incorporent et qui expliquent éventuellement, à partir de propositions plus générales, ces régularités. Le problème de l'inférence n'est pas résolu de façon satisfaisante, donc j'ai déjà expliqué ça. Je cite à la fin de la slide, ici, de la diapositive, là, un sophiste Antisthène, 5e siècle, qui a dit fameusement ben, je vois bien les chevaux, mais je ne vois pas l'hypocité ou la chevalinité et la propriété d'être un cheval. Okay, donc on voit les chevaux, effectivement, on observe les chevaux, mais on n'observe pas directement la propriété comme telle. La propriété chevaline, la propriété d'être un cheval. Donc il faut distinguer entre les choses qui manifestent des propriétés et d'autre part ces propriétés elles-mêmes. On ne peut pas observer des propriétés indépendamment des choses ou des entités qui manifestent ces propriétés. Donc Antisthène dit, ben, c'est une réaction typiquement empiriste, beaucoup d'empiristes nient l'existence de propriétés, ils disent ben, je ne vois pas les propriétés. Je vois les chevaux, mais je ne vois pas la propriété comme telle d'être un cheval. Et c'est évidemment parce qu'il y a une distinction entre les propriétés d'une part et les individus ou les choses qui exemplifient ces propriétés qu'il y a un problème de l'inférence. Bon, alors le problème de la relation avec les contrefactuels est résolu parce que l'énoncé NFG comporte une modalité, ici donc une nécessité, mais il est résolu à condition que le problème de l'inférence soit résolu, bien entendu. Parce que si on ne peut pas inférer un contrefactuel de particulier de NFG, ben alors à ce moment-là, ça ne marche pas. Donc les contrefactuels pertinents qui nous intéressent concernent les individus qui exemplifient les propriétés, non pas les propriétés elles-mêmes. Alors, l'explication des régularités dans la nature est aussi dépendante d'une solution du problème de l'inférence. Une difficulté supplémentaire, comment peut-il y avoir des exceptions, donc toutes les lois des exceptions, c'est une relation entre les propriétés, qui est une relation nécessaire, et que, comme il le suppose, donc Armstrong, Dretz, Tooley, comme il le suppose, il y a une relation de nécessité entre les propriétés F et G, ben alors nécessairement, tout individu qui exemplifie la propriété F doit aussi nécessairement exemplifier la propriété G. Alors comment se fait-il qu'il y a des exceptions aux lois? Donc là, il y a aussi une difficulté. Conclusion, le problème majeur de la conception nécessitariste est celui de l'inférence qui n'est pas résolu. Il n'y a pas de solution vraiment satisfaisante du problème de l'identification épistémologique. Et il y a peu de connexion avec les sciences. Donc, c'est manifeste chez Armstrong, la plupart des exemples sont tirés de choses ordinaires, tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même d'abord parler des lois scientifiques. S'il n'y a pas de loi de la nature, s'il n'y a pas déjà d'abord des lois scientifiques et qu'on peut préalablement les identifier. OK ? Bon, j'en viens maintenant à la conception néo-aristotélicienne. Je crois qu'ici, c'est une conception qui est plus familière, en tout cas ceux qui parmi vous ont fait un peu de philosophie, même très peu, c'est quelque chose qui est plus intuitif également que la conception nécessitariste de Armstrong.
Alors, cette conception est défendue par un certain nombre de philosophes. Bon, j'en ai mis plus que pour les autres, c'est pas parce qu'il y en a plus dans les faits, hein. C'est simplement parce que je voulais vous montrer que il y a quand même un certain nombre de gens qui défendent des conceptions qui, et puis ça vaut aussi pour la conception néoplatonicienne, des conceptions qui, au fond, dans leur point essentiel, rejoignent finalement des vieilles idées, hein. Vous savez, il n'y a pas tellement de possibilités en métaphysique de la nature, hein. Si vous pouvez... ben, il y a des variantes, évidemment, parmi les néoplatoniciens, il y a des variantes parmi les néo-aristotéliciens. Mais en métaphysique de la nature, il n'y a pas tellement de possibilités. Et donc, s'il y a un progrès, si on peut parler de progrès en philosophie, ben, ce progrès s'appuie quand même sur des idées fondamentales qui ont été émises déjà il y a fort longtemps. Bien entendu, grâce à la logique, grâce à la science, etc., ben, on peut quand même aller un peu plus loin que Platon et Aristote. Alors, selon la tradition aristotélicienne, qui était pratiquement morte et décédée et enterrée, comme la tradition néoplatonicienne en philosophie, en lien avec la philosophie des sciences, comme je vous ai dit, hein, sauf à partir des années 70, 1970, eh bien, selon la tradition aristotélicienne, les régularités observées, c'est un fait qu'il y a des régularités quand même, elles sont basées sur ce qu'Aristote appelait des formes, hein, ou des essences, des morphées, hein, des zousia, associés à des puissances, des dynamismes, des capacités, des dispositions, hein. Exemple, le sucre a la disposition, la capacité, la puissance de se dissoudre dans l'eau ou dans votre tasse de café. Et ces formes ou ces essences sont des principes internes, hein. Donc bien le sucre possède en lui-même cette capacité de se dissoudre dans l'eau. Bon, maintenant on sait que ça s'est fondé sur des lois de la chimie, etc. Mais évidemment, la difficulté ici, c'est que est-ce qu'on observe, est-ce qu'on peut voir, hein, ces puissances, ces capacités, ces dispositions, ou ce qu'on appelle dans la littérature aujourd'hui des pouvoirs causaux. On utilise l'expression pouvoirs causaux. Donc le sucre a la disposition, hein, qu'on appelle le pouvoir causal, il a la capacité de causer sa propre dissolution dans l'eau, moyennant des circonstances favorables, à savoir que bon, le sucre est plongé dans l'eau d'une part, et que le sucre soit suffisamment pur et ne soit pas mélangé avec de la colle qui empêche les molécules de sucre de se dissoudre dans l'eau, etc., etc. Ok ? Donc ça c'est l'idée de la tradition aristotélicienne. Donc les choses ou les entités ont des puissances ou des capacités. Et nous savons, tout le monde sait évidemment que, alors c'était évidemment, on était accusé, Aristote et les néo-aristotéliciens ont été accusés d'anthropomorphisme et d'anthropocentrisme, parce que bien entendu, nous-mêmes, nous savons que, je sais que j'ai la capacité de lever le bras, hein, j'espère la capacité, le pouvoir causal de pouvoir continuer à parler, hein, des choses de ce genre. Donc nous savons ça, nous avons l'impression de savoir. C'est une expérience interne que nous avons et nous sommes convaincus de cela. Mais alors, est-ce qu'on peut projeter ça sur la nature, hein? Est-ce qu'on peut projeter ça dans les choses? Donc je reviendrai sur cette question. Donc, selon Rom Harré, qui est un philosophe néo-zélandais, les entités et systèmes, donc ce qu'Aristote appelait les substances, mais qu'on peut généraliser aux champs, aux systèmes, etc. Donc la notion de substance est évidemment, dans ses conceptions, beaucoup plus large que celle qu'Aristote avait. Les entités et les systèmes possèdent des pouvoirs causaux intrinsèques. Un autre philosophe australien, celui-ci, défend ce qu'on a appelé le nouvel essentialisme, le New Essentialism, qui est un courant philosophique extrêmement vivant aujourd'hui, peut-être pas dans le milieu francophone, enfin en tout cas pas encore, mais en tout cas dans le milieu anglophone qui est très
très vivant, c'est que certaines propriétés essentielles sont des espèces naturelles, des natural kinds. Bon, j'ai dit que c'était une difficulté d'identifier les natural kinds. La réponse à cette difficulté, brièvement, je dirais, ce sont des natural kinds dont parlent les théories scientifiques. Donc, par exemple, la pression, le volume, la température, la vitesse, etc., la masse, ce sont des natural kinds. Et donc, selon la conception aristotélicienne, c'est les entités qui possèdent ces propriétés essentielles ont aussi, en vertu de la possession de ces propriétés essentielles, la capacité, la disposition, la puissance, le pouvoir causal de se comporter d'une certaine manière régulière, si les conditions favorables, appropriées, sont réalisées. Donc, évidemment, il faut spécifier ces conditions, ce qui n'est pas simple, mais ça permet de rendre compte des exceptions. Donc, puisque être, par exemple, un électron, c'est avoir une charge négative, bien nécessairement, cette propriété d'avoir une charge négative confère à l'électron le pouvoir causal d'attirer des charges positives. Okay? Et les régularités, qui sont décrites par des lois ici de l'électrostatique ou l'électrodynamique, sont fondées métaphysiquement sur l'existence de ces pouvoirs causaux. En tout cas, c'est ce que défendent les nécessitaristes néo-aristotéliciens aujourd'hui. Okay. Donc c'est ça l'idée. C'est une idée finalement, une vieille idée, une idée assez simple, mais qui est évidemment élaborée, etc., de façon beaucoup plus détaillée que je ne peux le faire ici. Ok. Donc les pouvoirs causaux qui sont des propriétés, mais qui sont des propriétés instanciées ou exemplifiées par des entités qui est un terme extrêmement général. Donc ça peut être des champs, des systèmes ou des corps individuels comme les électrons, etc. etc. Mais ce sont des propriétés relationnelles, en un certain sens. Pourquoi? Parce que, si on reprend être du sucre, du vrai sucre, si vous voulez, le vrai sucre a une propriété intrinsèque en lui-même, donc une propriété interne en lui, c'est ça une propriété intrinsèque, mais qui est en relation, s'il n'est pas plongé dans l'eau, il est en relation avec une propriété qui peut être acquise par lui, à savoir être dissous dans un liquide. Okay, donc si on formalise ça, on voit que la propriété dispositionnelle pointe vers une autre propriété dont l'acquisition est possible et même nécessaire dans certaines circonstances, dont l'acquisition est possible par l'entité, donc par le sucre. Donc le sucre a cette propriété interne d'acquérir une autre propriété, à savoir être dissous plutôt que d'être un corps compact solide. Donc nous avons ici une métaphysique, évidemment, une ontologie d'entités qui possèdent des propriétés relationnelles, mais qui sont modales. Qui sont modales parce que, encore une fois, nécessairement, le sucre, en vertu de ce qu'il est, de son essence, de ce qui le caractérise comme sucre, a la capacité, le pouvoir causal de se dissoudre dans l'eau. S'il n'avait pas ce pouvoir, ben, tout simplement, ce ne serait pas du sucre. Ce serait autre chose. Okay, ce serait du bois ou je ne sais pas quoi, mais ce ne serait pas du sucre. Alors, cette conception néo-aristotélicienne est-elle capable de résoudre les problèmes, le cahier des charges, dont je parlais tout à l'heure? Donc, l'identification épistémologique, comme je l'ai dit, c'est l'appartenance à une théorie scientifique. Le réalisateur de vérité de l'affirmation « c'est une loi que P », eh bien, c'est l'existence de ces pouvoirs causaux, cette métaphysique des pouvoirs causaux, c'est-à-dire des genres naturels, des essences qui confèrent aux entités qui les possèdent ce pouvoir causal de s'engager nécessairement dans certains comportements réguliers
dans les circonstances appropriées. Donc la nomicité, le caractère légal, la vérité d'une proposition telle ou l'affirmation c'est une loi que P est fondée sur l'existence des pouvoirs causaux, par exemple des gaz. Le gaz a ce pouvoir causal de, si on modifie sa pression par exemple, eh bien alors il va modifier le volume de telle manière que la loi des gaz parfaits soit satisfaite. Donc les lois scientifiques sont des lois nécessaires de la nature et qui sont ici vraies dans tous les mondes possibles. Donc on n'a plus une relation de nécessitation relative à notre monde ou à une classe de mondes possibles parmi l'ensemble de tout, la totalité des mondes possibles. Donc un électron, par exemple, s'il attire les charges négatives, eh ben, dans un autre monde, c'est plus un électron, c'est autre chose. Mais il ne mérite plus le titre d'électron. Ça va ? Donc changer les lois modifierait ipso facto les essences des choses, puisque les lois sont fondées sur l'essence, c'est ce que les corps ou les entités comme les électrons sont, et sinon, à ce moment-là, les lois sont peut-être différentes, mais peut-être qu'il n'y a pas d'électrons dans notre monde possible, mais s'il y a des électrons, alors ils se comportent comme dans notre monde. Alors, comment distinguer les lois les lois de la nature des lois logiques? Eh bien, est-ce qu'il distingue les lois logiques? Quelle heure est-il, là, Jean? C'est tellement passionnant, on ne voit pas le temps passer. Hein. 18h16. Ah, ben ça va, ça va, je suis dans les temps. Mais je vais bientôt m'arrêter, hein, donc vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, les lois de la nature. Comment distingue-t-on les lois de la nature de la nature? Je parle des lois, ici on fait de la métaphysique. Comment distingue-t-on les lois de la nature des tautologies logiques, c'est-à-dire il pleut ou il ne pleut pas, hein? Comment fait-on? Eh bien, c'est qu'il pleut ou il ne pleut pas, ça c'est connaissable a priori, c'est-à-dire indépendamment d'expérience. Indépendamment d'expérience, si vous connaissez la langue française, vous savez tout de suite qu'il pleut ou il ne pleut pas, c'est un énoncé qui est vrai, quel que soit le temps qu'il puisse faire. Tandis que la loi de l'inertie, évidemment, c'est une loi de la nature pour les néo-aristotéliciens, mais ça, c'est pas évident. Il ne suffit pas de connaître la langue française et la signification des termes pour savoir que cet énoncé est vrai, en principe. Hein. Ça, c'est connaissable a posteriori. Donc il faut travailler, hein, examiner le comportement des corps, etc., investiguer, faire des observations, l'expérience, des choses comme ça. Donc ce qui distingue les lois logiques d'une part et les lois de la nature, même si toutes deux, selon la conception néo-aristotélicienne, sont vraies dans la totalité des mondes possibles, c'est que les premières, c'est-à-dire les lois logiques, sont connaissables indépendamment de l'expérience, tandis que les lois de la nature, elles, ne sont pas connaissables indépendamment de l'expérience. Le problème de l'inférence, alors le problème de l'inférence, il est résolu de façon assez simple, parce que si le sucre a la possibilité, le pouvoir causal, la disposition de nécessairement se dissoudre s'il est plongé dans l'eau, on en déduit tout de suite que régulièrement, hein, tous les sucres plongés dans l'eau vont, dans les circonstances appropriées, se dissoudre. L'explication, on a ici une explication des régularités. Pourquoi est-ce qu'il y a des régularités? Eh bien pourquoi? Parce que les entités possèdent essentiellement des puissances, des dispositions, des pouvoirs causaux. Le soutien des conditionnels contraires aux faits est assuré parce que, par exemple, les masses gravitationnelles, elles s'attirent, ont la disposition et le pouvoir causal de s'attirer. Donc forcément, si je lâchais cet objet, alors il tomberait parce qu'ils s'attirent mutuellement. Donc la Terre attire ce pointeur, comme ce pointeur attire lui aussi la Terre, comme vous savez. Bon, alors j'ai beaucoup étudié les empiristes
Et les empiristes, comme je disais, sont viscéralement, par nature ou par essence même, hostiles à la métaphysique. Pourquoi? Parce que quand on parle de métaphysique, on parle de métaphysique au-delà de la physis de la nature, au-delà de ce qui, de la nature empirique, c'est-à-dire au-delà de ce qui est observable. Et typiquement, dans l'histoire de la philosophie, si vous regardez les métaphysiciens, bon, Descartes, Platon, Thomas d'Aquin, bon, bref, toute une série, pour citer Hegel, pour citer des grands noms, au fond, les métaphysiciens, ils ont des stratégies que je qualifierais d'explicationnistes. Donc, il y a un problème philosophique. Le problème philosophique ici qui nous occupe, c'est qu'est-ce que c'est que la nomicité? Qu'est-ce qui fonde la vérité de l'affirmation c'est une loi que P? Bon, P étant un énoncé universel. Ça, c'est le problème philosophique. Et alors, les métaphysiciens ils disent ah, si je postule l'existence d'une relation de nécessitation entre des universaux, si je postule l'existence de pouvoirs causaux, alors j'ai une solution, peut-être pas de tous les problèmes, mais en tout cas, c'est en tout cas ce que ceux qui défendent ces positions disent, j'ai une meilleure solution. J'ai une solution, c'est-à-dire que j'explique mieux, hein, j'ai une meilleure explication de ce que c'est que, par exemple, la nomicité. Et ainsi de suite pour les problèmes, pour d'autres problèmes de type philosophique résolus de manière métaphysique. Et donc, c'est ce que Van Fraassen dit. Au fond, les métaphysiciens, ils disent, voilà, j'ai de bonnes raisons de croire en l'existence de ces entités inobservables, même parfois extrêmement inobservables, extrêmement éloignées de l'expérience sensible. Pourquoi? Parce que ça me permet de résoudre des problèmes philosophiques que je considère intéressants ou importants. Bon, évidemment, il y a plusieurs stratégies. Ce n'est pas un problème. Par exemple, c'est ce que les empiristes disent, qu'il existe des régularités. Ben, c'est un fait. On ne sait pas l'expliquer, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas d'explication. Bon, ça, mais ce serait quand même chouette d'avoir une explication satisfaisante, si possible. Donc, je répète, les métaphysiciens disent, voilà, nous avons de bonnes raisons de croire en l'existence des entités métaphysiques que je postule. Pourquoi? Donc, c'est ce qu'on appelle la métaphysique par postulat. Pourquoi? Parce que ces postulats, ces entités postulées, permettent d'expliquer mieux, ou de résoudre mieux les problèmes philosophiques ou le problème philosophique que je me pose. Évidemment, c'est encore mieux si les entités que je postule, existantes, permettent de résoudre plusieurs problèmes philosophiques. Et donc, là, vous trouvez effectivement des tas d'argumentations chez les philosophes de ce type dans l'histoire de la philosophie. Bon. Alors, je pense, et je suis d'accord pour dire que invoquer simplement la capacité explicative de l'existence d'une entité métaphysique en faveur de la croyance en son existence, ça ne suffit pas. C'est bien, évidemment. Bon, au fond, c'est comme ça que... Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de garantie, a priori, qui est une harmonie entre mes exigences explicationnistes, ce que je considère, moi, comme bonne explication, être une bonne explication, et la réalité des choses. Donc, il n'y a pas je ne suis pas léibnizien, je ne pense pas qu'il y a une harmonie préétablie entre, d'une part, ce que je considère comme une explication claire, intelligible, logique, etc., d'une part, et la réalité du monde. La réalité du monde. Il n'y a pas d'harmonie préétablie entre ce que je répète, moi, ou nous, ou l'humanité dans son ensemble, ou les plus intelligents des philosophes, d'une part, considèrent comme une bonne explication, et d'autre part, la réalité du monde ou de la nature. OK? Donc, il n'est pas légitime de résoudre des problèmes en postulant simplement l'existence d'entités, c'est Van Fraassen,
qui est un empiriste, mais un empiriste sérieux, hein, donc ce n'est pas un amateur, pour lesquels nous n'avons pas d'évidence empirique. Alors, bon, je dois quand même alors donner des arguments les plus proches possibles de l'expérience. Vous savez, il y a des gens qui considèrent que Aristote c'était presque un philosophe empiriste. Hein. Vous connaissez par exemple Charles Darwin qui disait que Cuvier et Linné ont été ses maîtres, mais c'était des enfants ou des gamins par rapport à Aristote. Hein. Donc, okay, il y a quand même des éléments dans la philosophie aristotélicienne qui sont très proches hein, des philosophes empiristes. Bon, un premier argument qui est évidemment très faible, mais je cite malgré tout, c'est que David Hume, hein, donc le grand David Hume, qui est quand même une référence parmi les philosophes empiristes, lui-même pensait qu'il existait des pouvoirs causaux, mais inconnaissables. Et donc j'ai ici deux citations, et cette interprétation du New Hume est défendue par certains philosophes contemporains. Bon, alors j'ai déjà parlé de l'expérience interne des pouvoirs. C'est nous, je n'observe pas, moi, que j'ai la capacité de lever le bras maintenant si je le décide. Je sais que j'ai cette capacité. Hein. Je pense que vous pensez que j'ai aussi cette capacité de lever le bras. Mais on ne la voit pas directement. Mais c'est quelque chose qu'il est difficile quand même de nier. Hein. Si je décide, je peux l'éviter. Bien entendu, je vérifie si je suis capable de lever le bras en levant effectivement le bras. Ok, bon, maintenant je lève le bras, mais je ne vois pas la capacité de lever le bras, je vois le bras levé. Ce n'est pas la même chose. Ok, maintenant je vois, mon bras n'est pas levé, je ne vois pas la capacité de lever le bras. Okay. Bon, pourtant, je suis convaincu que j'ai cette capacité. Bien. Alors, ces capacités internes peuvent être entendues peut-être aux animaux, aux plantes et même à tous les êtres vivants, d'après ce que nous pouvons observer. Nous avons quand même raison de penser que si vous vous approchez trop près d'un tigre, etc., dans certaines circonstances favorables pour le tigre, hein, vous allez avoir quelques ennuis. Mais alors, attribuer des dispositions ou des pouvoirs causaux aux pierres, aux électrons, aux galaxies, ça paraît vraiment se rendre coupable de l'écueil d'anthropomorphisme. Alors je donne un argument positif que je vous soumets. Donc nous avons, nous, hein, les scientifiques le font, nous avons la capacité d'agir sur les systèmes chimiques, les systèmes biologiques, les systèmes physiques, qui sont des systèmes qu'on appelle inertes ou inanimés, qui n'ont pas, à première vue, de capacité interne, qui n'ont pas une âme. Hein, une âme, c'est un principe interne de mouvement, animation, un principe d'animation. En tout cas, c'est la racine du mot. Donc, les systèmes externes réagissent de toute façon de manière diverse et prévisible à nos actions. Pouvons supposer raisonnablement que ces systèmes externes ont la capacité de réagir à nos actions de manière spécifique et quantitative. C'est ce que nous constatons. Hein. Si nous admettons que nous avons cette capacité d'agir, j'ai la capacité d'agir, de pousser, par exemple, sur ce pupitre, bon, ben, ce pupitre va réagir à ma poussée d'une certaine manière, hein, je peux l'observer, et donc je peux supposer que ce pupitre a cette capacité de résister à ma pression, même quand je ne pousse pas sur lui. Et enfin, évidemment, il y a un argument d'intelligibilité qui est utilisé par Brian Ellis, qui est poser l'existence de pouvoirs causaux manifestés par les processus décrits par les lois. Ceci fournit une image cohérente de la nature comme un tout organisé. Bon, mais ça c'est une stratégie explicationniste que j'ai critiquée, et donc ce n'est pas un argument très fort. Ok, alors, bon, est-ce que défendre l'existence de pouvoirs causaux, c'est de la bonne ou de la mauvaise métaphysique? Mais si on pouvait observer directement les pouvoirs causaux comme l'observe ce pointeur, par exemple, ben, on ne serait plus dans la métaphysique, d'accord? Donc, plus de métaphysique. Ce serait plus la question, c'est la bonne ou la mauvaise métaphysique, se pose même plus. On cesse de faire la métaphysique, on fait de la science expérimentale où on observe des choses de ce genre. Mais je pense que en dehors évidemment des stratégies explicationnistes, nous ne pouvons pas postuler l'existence d'entités, comme les pouvoirs causaux, d'entités métaphysiques qui ne sont pas évidemment forcément directement observables,
qui n'ont pas un lien suffisamment fort avec notre expérience. Et donc, ce que je maintiens, c'est que les pouvoirs causaux, bien que non directement observables, on l'est dans la métaphysique, ont un lien suffisamment fort avec l'expérience pour qu'on puisse raisonnablement croire en leur existence. Ce n'est pas une preuve. Et alors je termine en citant de nouveau un de mes philosophes favoris, qui est Bas van Fraassen, même si c'est un empiriste, qui lui promeut une conception tolérante de la rationalité qui compare au système juridique anglais et d'ailleurs aussi belge, heureusement. Donc d'après le système légal prussien, donc en Prusse, du temps de ce cher Frédéric II, ce qui n'est pas explicitement permis est interdit. Okay? Pour que ce qui n'est pas explicitement permis par la loi est interdit. Selon la loi anglaise, belge, française, etc., ce qui n'est pas explicitement interdit est permis. Ce qui est interdit, c'est ce qui est interdit explicitement par la loi, écrite, votée, etc., en démocratie. Ok. Alors donc, il compare ça à la rationalité, qu'est-ce qui est raisonnable de croire, S'il n'y a pas de raison contraignante, s'il n'y a pas de raison contraignante de ne pas adhérer à une croyance donnée, ici, les pouvoirs causaux, il est rationnel de persister dans cette croyance. Donc il n'y a pas de raison, à mon avis, de ne pas croire en l'existence des pouvoirs causaux. Et donc, selon cette conception tolérante de la rationalité et inspirée du système juridique anglais, ce que dit Van Fraassen, il dit « Ce qu'il est rationnel de croire inclut tout ce à quoi l'on n'est pas contraint de ne pas croire. La rationalité est seulement l'irrationalité tenue en bride. » Donc contrôlée, irrationalité contrôlée. Voilà, je conclus ici. Donc, merci beaucoup.